physique. Alors, quelques mots pour présenter Julien, qui est donc le petit-fils de Jean-Charles, le fils de Jean-Christophe, et mon neveu, moi personnellement, et le fils de... Qui n'a pas de relation Moi, j'ai jamais eu de relation avec toi. Alors, Julien est conseil en propriété intellectuelle, études des inventions, c'est l'explication, études scientifiques, intérêt particulier sur l'histoire des sciences, études scientifiques, enfin une grosse tête. On le voit, il a la grosse tête. Julien, à Alors, pour le niveau sonore, ça convient, je vais parler fort, il faut que je mette un petit peu le diapason de la salle. On va faire des choses d'ailleurs. C'est enregistré, ça m'aide pour écrire après le passage, parce que j'ai pas écrit ma conférence. Elle est présentée à l'oral. Alors, en fait, cette idée de conférence m'est venue il y a un an, au moment où j'ai travaillé sur la conférence de l'année dernière sur la folie quantique. Et ce qui m'est apparu en travaillant sur ce sujet-là, c'est que les physiciens qui se sont posé la question de la chose, de la nature de la chose, la question qu'on va aborder, qui est la question ontologique, l'étude de l'être, qu'est-ce qu'est l'être, eh bien, ils ont un peu perdu la tête. Ça, c'est ce qu'on avait vu, rappelez-vous, il y a un an. Ils ont perdu la tête parce que le mécanisme de causalité, de réalité, de localité, de la structure corpusculaire ou ondulatoire, de la continuité ou du discret, ce sont des concepts qui ont été complètement ébranlés pour définir ce qu'était la matière. Et à peine ont-ils compris ce qu'était la matière, la chose, eh bien, tout de suite ont embrayé d'autres physiciens pour prédire l'existence de nouveaux objets que personne n'avait jamais vus. Que personne n'avait jamais vus. On a prédit des nouveaux objets avant même de les découvrir, de les voir. Et ça, c'est quelque chose de particulièrement fascinant. C'est fascinant et c'est donc le sujet de cette conférence. Alors le terme prophète est un peu provoquant. Je me suis dit effectivement, quelle est la nature de quelqu'un qui est capable de prédire l'existence d'un objet qu'on n'a jamais vu? Eh bien peut-être qu'il a des similarités avec ce qu'on peut appeler plus classiquement un prophète et ceux qui ont éclairé l'avenir. Alors on va voir comment. Et c'est l'étude de ce rapprochement qui a germé donc, il y a un an. Et voilà, ça fait quelques mois que je travaille là-dessus. Donc c'est cette petite lumière sur ce sujet que je vais modestement apporter pendant 45 minutes. Alors les nouveaux objets, ce sont des objets cosmologiques, par exemple des trous noirs, des étoiles à neutrons, des trous de verre, ou alors des objets quantiques, des particules, le neutrino, le boson de Higgs, ces choses-là qu'on a prédit, qu'on a structurellement décrites avant même de les observer. Alors, avant de commencer l'exposé, je suis obligé de revenir, enfin je suis obligé, c'est un petit plaisir aussi. Comment ça marche ça? Il faut absolument que je puisse... Voilà. Ça marche pas? Ah voilà. Je suis obligé de revenir sur deux concepts pour éclairer, on va dire, ma pensée. Le premier concept, c'est le concept ontologique. Qu'est-ce que l'ontologie? Quel est son champ d'action? Et le deuxième concept, ça va être le concept de prophète. Pour prédire la chose, si je fais l'analogie avec un prophète, il va falloir que je me penche sur la question de voir comment un prophète fonctionne et pour tisser des ponts avec les physiciens de l'ère moderne. Et la question ontologique, elle prend naissance dans l'Antiquité avec l'école éléatique et elle est menée par Parménide. Pour Parménide, deux voies se présentent à celui qui cherche la vérité. La première est l'affirmation de l'existence de l'être, voie d'accès à la vérité, et tout le reste
n'est que bavardage, savoir imparfait, opinion, et on peut approximer ou approcher la vérité, mais pas par ce biais-là. Donc la vérité, la question de la vérité est intimement liée à la question de la nature de l'être. Pour connaître la vérité, il faut connaître l'être. Et connaître l'être, ça veut dire pouvoir le décrire, le définir, trouver ses caractéristiques intrinsèques. Mais c'est une question, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Ah oui, parce que qu'est-ce que l'être? Eh bien, c'est une question qu'on a même sous-traitée à la religion, parce qu'on est bien incapable de définir ce qu'est l'être. Que ce soit dans l'infiniment petit, dans l'infiniment grand, ou dans les structures de nos civilisations. L'homme, en fait, pourquoi on a du mal à définir l'être? C'est parce que l'être est lui-même assis sur des concepts plus fondamentaux, qui est le temps, l'espace, la vie. Et aujourd'hui, si vous voulez avoir une définition du temps, il n'y a personne qui est capable de vous la donner. Personne qui est capable de vous donner une définition du temps. Les seules définitions du temps que vous trouverez, ce sont des définitions tautologiques, qui supposent déjà l'existence du temps. C'est-à-dire le temps ne peut se définir que par un concept qui fait appel à lui-même. Hein, le temps s'écoule, c'est une succession d'événements. Alors dans le terme succession, vous avez une notion de temps. Donc l'espace, très compliqué de définir l'espace également. La vie, alors moi je suis tombé sur une émission de radio cette année sur, il y avait un médecin, un biologiste, un généticien, et puis pendant une heure, il tentait de définir ce qu'était la vie. C'était assez drôle. Voilà, je me suis dit, en fait c'est presque une émission comique. Tu te rends compte, enfin vous vous rendez compte que c'est très difficile de sortir des caractéristiques intrinsèques de la vie. Alors définir un être vivant, vous voyez la difficulté puisqu'il s'assoit sur un concept qui est plus fondamental qu'on n'arrive pas à définir. Donc c'est une question qu'on a évacuée et qu'on a le plus souvent sous-traité comme une question théologique à la religion. Alors, j'ai un client qui m'appelle. Je pense pas que ça soit vraiment sur ce sujet. Alors, il y a des choses très intéressantes, typiquement, qui sont, par exemple, définir un mouton. C'est compliqué. Si vous voulez définir un mouton, mais en fait, c'est pas si compliqué, parce que vous êtes capable de dire qu'il y a deux moutons. Si vous êtes capable de dire qu'il y a deux moutons, c'est que vous êtes capable d'activer un logiciel qui est en vous pour dire que ces deux choses-là se ressemblent suffisamment pour dire que c'est la même chose. Mais ce ne sont pas les mêmes moutons. Ils ont des différences. Ce que vous avez rassemblé sur une seule et même chose, c'est un concept, et vous avez actionné des symétries, des choses en vous pour pouvoir reconnaître qu'il s'agissait de la même bête. Alors il se trouve que ce qui définit aussi peut-être le mouton, c'est sa capacité à s'engendrer et à faire naître un autre mouton. Donc on arrive à trouver effectivement dans la définition de l'être des caractéristiques où, par similitude, par ressemblance, on arrive à se dire c'est à peu près ça. Alors, il y a plusieurs difficultés à définir ce qu'est l'être. Il y a le fait que les concepts plus fondamentaux sont eux-mêmes plus difficiles à définir, mais il y a aussi le fait que les choses bougent et changent et ne sont pas immuables. Un homme aujourd'hui, ce n'est pas un homme il y a 1 million d'années. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait des Cro-Magnons et des Néandertals. Donc, définir une chose aujourd'hui ne peut s'entendre que s'il s'inscrit dans une temporalité. Ça, c'était un chien. Enfin, on suppose que c'était un chien, parce que ton logiciel de symétrie a reconnu un bruit, et tu t'es dit, tiens, voilà, c'est un chien. Il a fait wawa. Les choses changeant, eh bien, c'est très compliqué, effectivement, de définir ce qu'est la chose, puisqu'elle n'est pas immuable et qu'elle bouge. Et je vais revenir sur un épisode intéressant de Démocrite. J'avais parlé un petit peu de Démocrite l'année dernière, mais là j'ai lu des choses et j'ai un petit peu mieux compris. Je pensais qu'il avait supposé l'existence de l'atome parce qu'il avait fait le pari d'un monde discontinu, c'est-à-dire supposer qu'il existe un élément acétable, l'atome, une plus petite brique élémentaire, et j'avais présenté ça comme un pari. En fait, pas du tout, il a eu une démarche très scientifique, Démocrite.
Démocrite, sa démarche, c'est de se dire, eh bien, déjà à l'époque, ils avaient conscience qu'ils étaient dans un monde qui changeait, qui évoluait, qu'il y avait des nouvelles espèces et d'autres qui disparaissaient, et qu'il y avait des espèces plutôt simples de structure et des plus compliquées. Et il s'est posé la question de dire comment cohabitent à la fois des choses simples qui ont des millions d'années, la fougère, et des nouvelles espèces qui apparaissent, qui sont toujours plus compliquées, des choses hybrides. Eh bien, la seule façon de supposer ça, et c'est un coup de génie, c'est de supposer qu'il y a un élément, une brique de base, et que les choses s'agrègent et se complexifient, et qu'on voit des structures émerger, mais à partir d'une brique de base. Sinon, on ne peut pas expliquer que des éléments ou des espèces traversent tous les âges, puisqu'ils sont toujours là, cette brique de base ne disparaît pas. Ce raisonnement, il est assez intéressant, parce que déjà, c'est une démarche ontologique de recherche de qu'est-ce qu'est la chose. Alors, ça c'était pour l'ontologie. Sur les prophètes, c'était pas tellement simple, parce que derrière le mot prophète, on a la personne, donc effectivement l'illuminé, qui va avoir la révélation, on va avoir celui qui utilise l'objet, la boule de cristal pour prédire, mais je ne vais pas tellement m'attarder à ces deux typologies de prophètes, je vais m'intéresser en fait à finalement ce qu'on a plutôt appelé un prophète, un bon analyste et un observateur des temps passés. Le prophète, c'est quelqu'un qui est en capacité d'analyser structurellement les archétypes, les typologies d'une structure passée pour en tirer des invariants, des symétries, des archétypes et les projeter sur l'avenir. Et en fait, en général, ce qu'il regarde, ce sont des événements ou la chose inscrite dans une temporalité. Et là, la question ontologique, on voit qu'elle est indissociable du temps. C'est qu'on ne peut pas... Le prophète intègre complètement la notion temporelle des choses. C'est-à-dire qu'elle est indissociable. Parler d'un événement sans sa temporalité, sans son cycle, c'est déjà la dénaturer. Alors, il ne s'agit pas de dire, de pronostiquer des choses trop triviales. Par exemple, si je vous dis demain, je ne sais pas quelle heure, il est 11h29, qu'il fera jour demain à 11h29, je ne prends pas un gros risque. C'est quelque chose de trivial. Par contre, si je vous dis qu'il va faire nuit demain à 11h29, je prends un risque. Mais je le dirai peut-être parce que j'ai constaté qu'il y a 25 ans, il y a eu une éclipse, à la même heure, même endroit. Et qu'il y a 50 ans, il y a eu une éclipse aussi, à la même heure, même endroit. Et que j'en tirais une conséquence que cette éclipse, les mêmes causes produisant les mêmes effets, va se reproduire. Et le travail du prophète, c'est finalement dégager des structures fines, des cycles fins, cachés quelque part, sur, on va dire, une temporalité qui n'est pas forcément une évidence. Si je m'aventure à dire que le monde de l'Europe qu'on cherche à faire aujourd'hui, cette Europe fédérée qu'on cherche à faire, on ne la fera pas davantage qu'on a pu faire la cité-empire hellénistique il y a 2000 ans, pour sensiblement les mêmes raisons. Je pense que je ne me trompe pas, mais si je vais jusqu'à en déduire comment finira ce monde où nous sommes, par comparaison avec la manière dont a fini le monde hellénistique, je risque fort de me tromper, parce que vraisemblablement ça ne se passera pas de la même façon. Je peux déduire qu'il y aura un grand empire, parce que tous les prophètes en fait le prédisent depuis le Moyen-Âge, sur le modèle de l'ancienne Rome impériale. Donc il y aura l'équivalent d'une Rome impériale au siècle prochain, ça me semble certain. Mais si je m'aventure à prédire ce que sera exactement cette Rome impériale, je risque fort de me tromper. Quand Nostradamus dit temple romain, à nouveau temple à la façon romaine, etc., c'est un jeu de poète. Il est bien certain que le panthéisme américain au siècle prochain ne se présentera pas comme une reproduction des temples romains. Ça sera quelque chose de différent, ça sera sans doute un panthéisme structurel, bon, dont les effets seront les mêmes en fin de compte, mais ça ne sera pas Jupiter, Vénus, Mercure, bien entendu.
Les rythmes se renouvellent, mais les anecdotes ne se renouvellent pas. Si hier à 5 heures j'ai mangé du pain d'épices et j'ai croisé une fille qui me plaisait beaucoup, ça ne veut pas dire que maintenant j'ai mangé du pain d'épices et enfin ça serait très, très étonnant. C'est presque impossible. Et il y a un élément de langage qui va s'élaborer. Et le prophète, c'est quelqu'un qui a su, on va dire, développer un langage pour faire parler la nature, extraire des schémas et pouvoir les pronostiquer, pour pouvoir établir des schémas à venir. Alors, il y a quelque chose alors, j'ai pris quelques citations, mais en fait, il n'y a que ça. Lord Byron, le meilleur des prophètes, c'est encore le passé. Elias Canetti, les prophètes prédisent en se lamentant l'histoire ancienne. Rémi de Gourmont, il y a deux voies pour le prophète, ou annoncer un avenir conforme au passé, ou se tromper. L'avenir étant toujours chargé de passé pour prévoir, c'est-à-dire voir en avant, il faut d'abord regarder en arrière. Gustave Le Bon, un prophète est un homme qui se souvient de l'avenir, Frédéric Rossif, et j'en passe, vite trouver. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai regardé, effectivement, je me suis intéressé à la représentation qu'ils ont. Le prophète, il y a un point commun, quand même, qui est évident. Il est barbu. Et les barbus, mais il regarde le ciel. Et il regarde le ciel, et c'est intéressant parce que le ciel, vous savez, chacun sait que la lumière qui vient des étoiles est une lumière de choses passées. Il regarde le passé, bien évidemment. Il regarde des structures, des formes, des nombres, des constellations. Il regarde aussi la partie la plus immuable qui nous entoure, c'est-à-dire le ciel, puisqu'elle reste, elle, constante à travers les âges. Alors, il y a effectivement des phénomènes célestes, et ce sont effectivement l'étude de ces cycles. On va voir que ces cycles-là, que ce soit des cycles galactiques, terrestres, systèmes solaires, ont organisé la vie cosmologique, la vie quantique, la vie humaine. Ce sont ces mêmes cycles en fait dont on parle. Alors, je ne voudrais pas me perdre là-dedans. Un analyste du passé qui est capable de dégager des structures. Alors forcément, un chercheur, ou on pourrait parler d'un chasseur de cycles, on va dire, un prophète qui va structurer, chercher des invariants, des symétries dans le passé pour éclairer l'avenir. J'ai eu comme une figure dans mon esprit qui a été celle de Jean-Charles, donc j'ai évidemment un petit peu cherché de ce côté-là. Donc j'ai deux citations que je vais vous citer qui sont du jeu de la réalité. Une première phrase, que se passerait-il s'il se révélait que des œuvres si diverses mais également folles ne cessent au cours des siècles ambiguës de formuler une seule et même réalité? Alors, le réel même. J'adore cette phrase parce qu'elle a plein de sens. Que se passerait-il? Ça commence comme ça. Que se passerait-il? Côté un peu de provocation. Qu'est-ce qui se passerait si c'était ça, hein, la réalité? Mais c'est aussi le prophète. Que se passerait-il? Qu'est-ce qui va se passer s'il se révélait des œuvres si diverses, changeantes, mais également folles? La singularité ne cesse au cours des siècles ambiguës. On voit qu'on est sur les structures fines. On n'est pas... on va chercher des cycles, des données qui sont ambiguës, pas immédiatement accessibles. De formuler une seule et même réalité, le réel même. C'est génial, parce que c'est vraiment l'intégration de cette temporalité passée, prise ensemble dans son tout, qui forme cette réalité. Dans Les Machines de l'éternité, dans son ouvrage, alors c'est un commentaire là que je vous lis, Le jeu de réalité, une quête de 23 ans, initialement historique. Là, alors, la reconnaissance et le recensement, ça a été, on va dire, l'impulsion de Jean-Charles. La quête de la reconnaissance et le recensement des croyances humaines de tous les temps et de tous les pays.
Ce recensement historique des mythes et des croyances a mis en lumière des cycles du temps et incitant, alors c'est un commentaire, donc, et incité Pichon à étudier ceci en tant que tel. C'est-à-dire que la recherche de la connaissance, du savoir, des croyances, l'a amené en fait à étudier le cycle en tant que tel. La chose ontologique a été un cycle, c'est-à-dire le cycle a été étudié comme chose. Mené par Alain, dans le tome 1, les précises ridicules, il nous livre les différentes approches de l'étude des cycles, menées par Estienne, Platon, Tseu, les hermétistes, Kant, Jung, les célibataires, et dans le tome 2, la machine de l'éternité, il explore le cycle même et il découvre de surprenantes concordances entre la quête ésotérique d'une part et la recherche scientifique de l'autre. La quête de Pichon se fonde sur le jeu des nombres et il vise une approche de l'être. C'est la question ontologique qui était au cœur du travail de Jean-Charles. Au cœur, on est complètement là-dedans. À travers ce que l'écrivain a appelé lui-même sa méthodique et ludique démarche. Et je crois qu'en fait, c'est quoi un producteur de cycle? C'est une machine. Et je me suis posé la question si la machine de Jean-Charles, c'était pas justement cet être qu'il étudiait, qui était en capacité effectivement de mettre en perspective, mettre de la profondeur, de la finesse dans l'analyse passée, effectivement, pour mettre en lumière enfin, on va dire le profil d'un prophète, hein, puisque c'est bien ça que je voulais étudier. Alors, la machine, voilà, je vais la présenter comme ça, mais je pense qu'elle prend des formes, plusieurs visages. Chez Jean-Charles, effectivement, le nombre, la forme, la figure, le vocable sont on va dire, son point d'entrée dans ce travail-là. Alors, du coup, venons-en à, on va dire, nos nouveaux prophètes. On est au début du XXe, et il y a eu 2 siècles pendant lesquels on a observé les choses. Les premiers recensements d'étoiles, on les classe par rayonnement, on observe les premières galaxies, mais on ne sait pas encore qu'on est en dehors du système solaire. On connaît à peu près toutes les planètes qui tournent autour du Soleil. J'ai à peu près toutes, on ne les a pas toutes vues. On connaît au début du XXe le photon, mais son état, on discute de ses propriétés. L'électron et le proton, voilà, en gros on en est là. Et Mendeleïev, qui fait un travail augmenté, on va dire, de connaissances augmentées, c'est qu'il classe l'information, mais de manière intelligente. On parle de masse molaire, alors tout est en relatif, parce que c'est une période où, en fait, si vous voulez, de cette période-là, naît un grand relativisme. On sait positionner notre planète par rapport à d'autres, des espèces, on commence à comprendre effectivement comment elles évoluent, elles se articulent entre elles, et pareil, le tableau de Mendeleïev, c'est ça. Elles sont classées, vous savez que toutes les particules sont classées par rapport au carbone. C'est-à-dire qu'on définit une particule par rapport à une autre. Et ce grand relativisme, en fait, il est conséquent, enfin, on va dire, il succède au siècle précédent, qui a été les encyclopédistes. Et les encyclopédistes, c'est assez intéressant parce que qu'ont fait les encyclopédistes d'Alembert, Diderot, c'est d'étaler tout le savoir sur une table et de se dire on va mettre ça dans un livre. Je résume brièvement, mais c'est-à-dire qu'on va ramasser toute la connaissance à un point donné, on ramasse tout dans ce livre-là, et donc il y a un travail phénoménal de recherche, de travail, mais en même temps on perd toute la structure fine, toute la structure, la profondeur qu'avaient les prophètes, d'analyser les choses inscrites dans le temps, dans une perspective cyclique. Et ça a été un drame en fait. Les encyclopédistes, ça a été, on va dire, la pire action qu'on pouvait faire pour agréger du savoir. C'était effacer toute cette donnée temporelle, écrire ça noir sur blanc, dans un livre, l'encyclopédie, et on a perdu toute cette essence-là. Et il a fallu, alors ça a été un mal pour un bien, parce que une révolution est en marche, et cette révolution, c'est celle-là. Ça.
dire un mot, parce que c'est l'objet de la conférence. Ces particules ont été toutes découvertes avant, ont été toutes pronostiquées avant d'être découvertes, avec des propriétés bien particulières. L'antimatière, c'est Dirac qui l'a prédit en 1928, puisqu'il avait réalisé effectivement une équation qui avait, rappelez-vous, pour ceux qui étaient l'année dernière, réuni l'approche d'Heisenberg, matricielle, et l'approche de Schrödinger, avec les formes d'ondes. Et en plus, il a construit une équation qui était relativiste, c'est-à-dire qui prend en compte la relativité restreinte d'Einstein, c'est-à-dire qui s'applique à des particules qui approchent la vitesse de la lumière. Et on aurait été bien mal de ne pas prendre cette considération en compte, parce que les particules vont à une certaine vitesse, qui fait que si vous n'avez pas un modèle relativiste, vous vous plantez. Donc Dirac avait construit une équation, et son seul moteur pour construire cette équation, c'était la beauté. Il voulait que son équation soit belle. Et en fait, il n'y a pas un physicien sur Terre qui lui dira qu'une des choses les plus belles, c'est l'équation de Dirac, où il la met aussi en concurrence avec l'équation de l'entropie, j'ai perdu son nom. Bref. Donc ce sont des équations qui offrent des symétries qui sont belles, qui ont en fait un équilibre, une balance, et qui dégagent énormément de symétrie dans la manière dont elles sont conçues. Dirac trouve cette équation pour caractériser les propriétés et les trajectoires de l'électron à l'époque. Et puis cette équation, effectivement, bien, il fait des tests, ils font des tests, et ça marche. L'électron est là où il faut être, il suit la trajectoire qu'il faut, il a ses propriétés qui collent, mais cette équation, elle a une autre solution, une solution d'énergie négative. Qu'est-ce qu'on fait? On la met de côté en disant bah, la solution, l'équation englobe d'autres solutions. Bon, c'est un peu encombrant finalement, mais on ne traite pas le problème. Et puis surtout des énergies négatives, on ne sait pas comment faire, on n'a jamais vu ça. Mais en fait, il se dit non, peut-être que quelques années plus tard, il reviendra sur son équation en disant que ce n'était pas l'énergie qui était négative, c'est peut-être que la solution, c'est une particule qui a une charge opposée à l'électron, qu'on n'a jamais vu, le positron, l'antimatière. Et quelques années plus tard, Anderson fera une découverte qui est le positron. En mettant en évidence, effectivement, vous savez que l'antimatière s'annule tout de suite avec de la matière, donc c'est très difficile de la voir. Si vous la créez par on va dire une expérience de désintégration de la matière, il faut pouvoir la capter. Donc en fait, vous avez des moyens de le faire, mais il a été découvert. Et aujourd'hui, il n'y a pas de doute, il y a des tonnes d'expériences qui mettent en évidence cette antimatière. C'est assez étonnant. Rappelez-vous du point de départ, c'était la beauté. Dirac cherchait une équation elle devait être belle. Et c'est comme ça qu'il a trouvé. C'est abyssal. C'est abyssal de se dire que la beauté a engendré une équation qui elle-même engendrait des solutions, qui elle-même engendrait la découverte d'une particule. Et donc une compréhension nouvelle de l'univers. Le neutrino, prédit en 1930 par Pauli, découvert 26 ans plus tard, c'est la désintégration effectivement d'un proton et d'un électron forme un neutron. Donc un neutron, vous pouvez le désintégrer dans un proton et un électron, ou vous pouvez faire l'inverse, un proton et un électron va former un neutron. Mais dans cette opération-là, il y a une perte d'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et rappelez-vous, à chaque fois, c'est la question qui se pose. Est-ce qu'on remet en question l'équation, le modèle, ou on essaie de combler un équilibre par le pronostic d'un nouvel objet? Et c'est ce qu'il fait. Il dit, pour sauver la loi de la conservation de l'énergie, tous les physiciens sont en train de la remettre en question à l'époque. Lui, il dit non, attendez, il y a peut-être une autre particule. On la découvre 26 ans plus tard. Le quark, prédit en 1961 et découvert en 1969, et là aussi, c'est une histoire, rappelez-vous, donc Dirac, la beauté d'une équation, Pauli, une loi de conservation, et Murray-Gell-Mann qui prédit l'existence du quark, s'appuie sur le fait qu'il constate que l'électromagnétisme, le tenseur, l'interaction est décrite par un groupe de symétrie qu'on appelle un groupe de Lie, qui s'appelle U de 1 dans un espace complexe, qui est en fait une matrice
complexe qui est la matrice identité, qui en fait traduit une symétrie dans la manière dont on déploie l'équation, donc je passe les détails, mais en fait on arrive à décrire cette interaction par cette symétrie-là. Et puis il fait un rapprochement sur la force d'interaction faible nucléaire, où il se rend compte qu'en fait c'est la symétrie qu'on appelle SU2, qui était aussi un groupe de Lie, une matrice de 2, pareil, qui est un peu différente, qui est la matrice d'identité dans un espace un petit peu plus grand, eh bien, décrit toutes les interactions des forces nucléaires faibles. Il reste la troisième interaction forte, qu'on n'a pas encore décrite, puisqu'on ne connaît pas encore les particules. Eh bien, ce que fait Murray-Gell-Mann, c'est qu'il se dit, peut-être qu'il y a un groupe de symétrie, SU3, il écrit la matrice, il se dit, ce groupe de symétrie engendrera forcément telle et telle particule pour pouvoir décrire cette interaction. Sauf que ça décrit la manière dont on va écrire ces interactions-là. Et on découvre, alors on mettra la théorie de jauge et le modèle standard, puisque le modèle standard, ce sont ces trois groupes de symétrie qui décrivent les trois interactions. Et donc ils forment un tout. Et effectivement, on découvre l'une des premières particules qui est prédite en 1969, le quark. C'est un peu abyssal, hein. On est parti de symétrie là. Donc rappelez-vous, une équation avec des solutions, on prédit une particule, une loi de conservation, c'est-à-dire un échange, une conservation d'énergie, on aurait pu parler de conservation de mouvement, de conservation de masse. Et là, on a de la symétrie, un vrai objet mathématique, une loi de conservation mathématique dans un espace que personne ne connaît, qui est un espace mathématique qui ne correspond pas à la réalité dans laquelle nous sommes. Et enfin, le boson de Higgs, prédit en 1967 et découvert en 2012. Presque 50 ans. Qu'est-ce que raconte le boson de Higgs? En fait, le boson de Higgs, le modèle standard, en fait, si vous allez au bout de la théorie, oula, c'est vrai? S'il me reste 5 minutes, ça va être dur, on va en faire. Ok, j'accélère. Le modèle standard, si vous allez au bout de ce modèle-là, eh bien, il explose. Parce que le modèle standard, si vous allez au bout de cette mécanique-là de symétrie, eh bien, les particules n'ont pas de masse. Or, ce n'est pas ce qu'on constate. Les particules ont une masse. Donc, les physiciens de l'époque remettent en branle un peu ce modèle standard, recherchent d'autres voies, et il y a 3 physiciens qui se disent, attendez, si ça se trouve, les particules n'ont pas de masse. Et elles acquièrent de la masse en interagissant avec le boson de Higgs, qui est dans le vide, et qui du coup n'est pas vide. Donc on est en train de construire un espace qu'on caractérise par des nouvelles particules qui sont prédites par un modèle, pour conserver un modèle. On se dit, ça se trouve, les particules n'ont pas de masse. Et ce qui est fou, c'est que dans la quête ontologique, vous êtes en train d'enlever une propriété des choses. Vous avez enlevé la masse, qui n'est plus une caractéristique intrinsèque à la chose, mais qui est une caractéristique secondaire qui est acquise. Et rappelez-vous, vous avez acquis un temps propre parce que vous avez une masse. Ce qui veut dire qu'une particule voyageant et rencontrant un boson de Higgs, enfin un champ de Higgs comme on appelle, acquiert une masse et un temps propre. La notion de temps et d'espace est abyssale, parce que sur la quête ontologique, on est vraiment au cœur d'une interrogation qu'on n'arrive pas à traiter. Sur les corps célestes, alors bon, je suis obligé de faire un petit peu plus vite, 4 découvertes qui ont été prédites par les équations d'Einstein, la découverte du neutron, et c'est assez fou de voir que tous ceux qui ont... Einstein qui a fait son équation en 1915 sur la loi de la gravitation universelle, s'attendait pas en fait à ce qu'on trouve des solutions comme ça. D'ailleurs, l'équation, c'est une équation assez complexe, et à l'époque, on n'a pas les moyens de la résoudre. Mais il y a Schwarzschild. Alors Schwarzschild, c'est un physicien qui s'est engagé, qui écrit qui trouve une solution d'Einstein de cette équation sur le champ de bataille. Comme vous le verrez, la guerre a été assez indulgente pour m'autoriser, malgré le feu nourri des mitraillettes, une excursion sur le territoire de vos idées. Et il pose à Einstein une solution qui est en fait une solution d'un espace-temps à symétrie sphérique dans laquelle un trou noir, donc c'est un espace-temps, une direction de l'espace s'inverse avec le temps. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans un trou noir, eh bien la direction que vous avez vers le point
qui est la singularité, c'est le temps. On ne peut pas croire que ça existe, ça. On ne peut pas croire. On se dit, qu'est-ce que c'est que cet objet-là? Alors le trou noir ont été mis en évidence il y a peu, notamment avec les ondes gravitationnelles. Alors, avec faut regarder les statistiques de vraisemblance entre le signal radio qui a été émis des deux trous noirs qui ont tourné l'un autour de l'autre, des ondes qui ont été dégagées, c'est exactement le signal qui était prédit par Einstein. Et quand vous regardez le signal, honnêtement, c'est complexe. Donc c'est pas spécialement un coup du hasard. Et puis on regarde à l'endroit, et à l'endroit, qu'est-ce qu'on voit? On voit quand même un phénomène qui ressemble à ce qui est prédit. Bon, alors je vais conclure ici, je ne rentre pas dans les autres objets, j'ai mis ceux-là, mais il y en a plein d'autres. Je vais conclure comme ça. Dans cette quête ontologique des nouveaux prophètes, c'est-à-dire les pronostics qu'ils ont fait de ces nouveaux objets, une première question qui vient, c'est le rôle du temps. Finalement, est-ce que c'est un outil de prophétisation? Mais ça a été également l'objet même de la quête. Et on peut se poser la question du rôle des mathématiques, qui a été, on pourrait considérer que, est-ce que les mathématiques c'est juste un outil pour prédire des phénomènes? Ou est-ce que les mathématiques c'est un élément structurant de la chose, c'est-à-dire les groupes de symétrie? Est-ce que ça fait partie? C'est la chose, peut-être que les mathématiques c'est la chose. Et le troisième niveau de question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les mathématiques ont été génératrices de nouvelles idées, de nouveaux concepts, de compréhension qui ont fait naître ces objets-là, qui fait un outil, comment dire, plus aérien, plus insaisissable, c'est-à-dire à se poser la question de qu'est-ce que la réalité, est-ce qu'il y a des mathématiques, est-ce qu'il y a des choses très abyssales en fait quand on les considère. Et je vais juste terminer là-dessus. Une petite lecture d'un paragraphe de l'essayeur Galilée. Parce que tout est une question finalement, et je vais me reboucler avec Jean-Charles, de nombre, de vocables et de formes. Et je vais relire cette phrase de Galilée. Le livre de la nature est écrit en langage mathématique. La philosophie est écrite dans ce vaste livre qui constamment se tient ouvert devant nos yeux, je veux dire l'univers, et on ne peut le comprendre si d'abord on n'apprend pas à connaître la langue et les caractères dans lesquels il est écrit. Or, il est écrit en langue mathématique. Et ces caractères sont des triangles, des cercles et autres figures géométriques sans lesquelles il est humainement impossible d'en comprendre un seul mot, sans lesquels on erre vraiment dans un labyrinthe obscur. Sans lesquels il est humainement impossible d'en comprendre. Humainement impossible d'en comprendre. Est-ce qu'il veut dire que le langage mathématique, c'est le langage de la nature, et que nous, hommes, on doit se pluguer sur cette nature pour essayer d'en extraire des abstractions, des formes, pour dialoguer avec? Ou est-ce que le langage est un langage de l'homme, et nous devons faire comprendre à la nature que nous allons dialoguer comme ça avec elle? Ce qui n'a rien à voir. Et là, sur ce mot « humainement », vous avez des ouvrages entiers qui débattent du sens de « humainement ». Est-ce que c'est un langage de l'homme? Est-ce que c'est un langage de la nature? Et comment ce langage fait? Et je trouve que c'est assez passionnant de relire pour le coup, d'avoir un peu abordé Jean-Charles avec cette connaissance-là, parce que quand, effectivement, sa quête de la machine, ces cycles et le vocable, les figures et le langage, le vocable, les figures et les nombres, vous avez tout, quoi. Vous avez tout. Voilà, je conclue comme ça, sur ce terme-là, sur Jean-Charles. J'ai fait un peu plus long que prévu? Non, mais je pense qu'on peut poser des questions. D'accord. Pas de souci. C'est quoi les trous de verre? Oui, les trous de verre. Oui. Les trous de verre, c'est ça.
Et ça, c'est quoi? En fait, c'est une géométrie. Hein. Les solutions d'équation d'Einstein, ce sont des géométries. Donc, c'est une géométrie qui lie effectivement certains endroits de l'espace dans laquelle vous avez une continuité qui apparemment est une discontinuité, dans laquelle le temps pouvant prendre la forme d'une dimension de l'espace, vous pouvez avoir des géométries un peu particulières. Ça veut dire que vous pouvez passer de là à là simplement. Alors, je ne sais pas si on peut parler de téléportation, c'est pas tellement ça. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu Interstellar, ce fameux moment où il rentre dans le trou noir, où il n'est plus dans son vaisseau et tout ça, il y a eu beaucoup on a beaucoup évoqué ce passage-là, complètement fantasque, c'est le film perd-pied, qu'est-ce qu'il veut dire, on comprend rien. Bah, il est quand même dans une dimension qui est le temps. Bon, ouais, on peut le laisser supposer que ça va se passer comme ça, et puis si on n'est pas d'accord, il faut peut-être trouver une alternative, mais ça c'est une représentation géométrique, alors malheureusement, on ne peut pas le représenter. Là, c'est une représentation, comment dire, on est obligé de faire une croix sur une dimension pour représenter, il y a 4 dimensions, hein, 3 dimensions de l'espace, une dimension du temps. Si vous voulez faire une représentation, c'est pas possible. D'ailleurs, c'est ça qui est intellectuellement difficile à imaginer. Donc, ça, c'est une représentation de dimensions dans laquelle, en fait, là, finalement, le choix qui a été fait de représentation, c'est un choix, vous voyez, d'un univers plat, et dans laquelle il y a une communication par une dimension temporelle, mais on a fait une croix sur la 3e dimension. Parce que si on la met, on ne voit plus rien. Sur la 4e. Hein? On a fait une croix sur la 3e et la 4e. Ben oui, alors il faut imaginer que cette dimension, c'est le temps. Oui. Like to tell you just a word. I am so sorry to disturb. You may be thinking I'm a fool. I heard you telling you don't care. I heard you thinking loud and clear. Doesn't make me proud of you. I know your time is precious, but give me just a second. I need to straighten things out with you. My hopes and dreams away, and there is not a single day